Ravi d'être parmi vous encore une fois et on sera là plus dans la pratique que dans la théorie. Et puis on est en train de parler de maladies cardiovasculaires, et ben l'obésité n'est pas très loin parce que au Maroc c'est un très grand fléau. Et puis on va faire un petit clin d'œil à la place de l'impédance maîtrise, c'est-à-dire le compagnon du nutritionniste. C'est-à-dire c'est le premier outil que le nutritionniste a dans son cabinet, et puis on va voir son importance au niveau scientifique, c'est important. Alors, on va parler un peu de la micronutrition, et la micronutrition n'apporte pas qu'une solution pour l'obésité. D'ailleurs, l'obésité, aujourd'hui, on parle des obésités, et chacune des obésités, elle a son mode de travail et son mode d'action, mais le champ d'application de la micronutrition est tellement grand, et on va parler d'obésité et de la micronutrition, et puis on va parler de travaux de recherche qu'on a effectués au Maroc sur des patients obèses, sur des patients diabétiques, pour être plus proche du résultat de l'apport de la micronutrition dans ce type de pathologie. Alors, je ne vais pas vous raconter ça, vous connaissez, l'épidémie de l'obésité arrive à grands pas. Aujourd'hui, on est à 1 Marocain sur 5, et de 2000 à 2017, et on entend encore les chiffres de l'HCP, les nouveaux, et ben l'obésité a fait 7 points d'avance. On est passé de 13 à 20%. Et dernière étude économique, McKinsey, 2017, 24 milliards de dirhams que ça coûte l'obésité au Maroc. 3% du PIB, c'est 50% de plus que le budget de la santé au Maroc. Rien que le diabète, 11 milliards de dirhams. Et le constat que vous allez voir dans ces études, c'est que l'obèse maghrébin, pas que le marocain, il est multicarencé. Il porte une double charge. Il est obèse et il a plein de carences micronutritionnelles, et qu'on connaît l'intérêt de la micronutrition aujourd'hui. Les carences micronutritionnelles sont pourvoyeurs de plusieurs pathologies. Et rien que les carences micronutritionnelles, ils coûtent 5% du PIB. Donc pour vous dire, aujourd'hui, certes, on ne fait attention qu'à l'iode, que fer, et encore un peu plus ces derniers temps, la vitamine D, mais les carences micronutritionnelles, c'est un vrai chapitre auquel il faut tourner. Alors, la micronutrition, c'est simple. C'est comme l'économie, la micro et la macroéconomie. Aujourd'hui, on ne calcule plus les calories. Aujourd'hui, on focalise sur l'aspect non calorique de l'assiette, c'est-à-dire tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras, acides aminés. Ça donne une valeur qualitative et non quantitative à l'assiette. Et puis, on revient toujours pour dire que c'est de la prise en charge sur mesure. Chacun est unique, chacun a son profil et chacun a sa prise en charge micronutritionnelle. Donc, il n'y a pas de recette magique qui marche sur tout le monde. Les domaines d'action de la micronutrition sont très très larges. On ne va pas les citer, mais attention, la nutrition préventive de l'ostéoporose, on en voit de plus en plus jeunes aujourd'hui avec l'acidose dans laquelle nous vivons. Le mésusage d'inhibiteurs de pompe de protons, vous savez, aujourd'hui, c'est de l'automédication qui est aussi grave que celle des antibiotiques. J'ai mal à l'estomac, je prends un IPP et je me retrouve en train de faire de l'ostéoporose. La prévention des maladies cardiovasculaires, du syndrome métabolique, c'était le sujet de notre première conférence. La nutrition du sportif, très important, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font le décathlon, le triathlon, qui font l'Ironman, et qui à côté, parfois, ne sont pas du tout accompagnés. C'est très très grave, parce que le sport intense est une source de stress oxydatif, de dysbiose et de baisse d'immunité. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement professionnel pour ces gens-là. Donc, les troubles digestifs, la micronutrition apporte beaucoup de solutions dans le syndrome de l'intestin irritable, dans les problèmes de perméabilité et dans l'obésité, on va le voir ensemble. Et la bibliographie des champs d'application est très riche et très longue. Vous pouvez la voir par la suite. Alors, pour être pratique, on va parler d'obésité. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a essayé de classer les types d'obésité. Et en gros, parce qu'on a 20 minutes, on va faire ça d'une manière... je vous ai choisi 3 profils d'obésité. Alors, le premier profil est le profil grignoteur de sucre. C'est le profil qui a des problèmes d'anxiété, de dépression, qui a toujours besoin d'excitants pour démarrer la journée, le café, le thé, qui a des troubles de sommeil. Vous allez comprendre pourquoi, parce que généralement, il a des troubles de neuromédiateurs, donc généralement, il est en panne de sérotonine et de mélatonine. Généralement, il est irritable, il est impatient, il démarre au quart de tour, et chaque fois qu'il fait une diète, c'est les yo-yo parce qu'il craque pour le sucre, il reprend le poids, et ses envies sucrées
eh ben, ils sont plus forts après les repas, plus forts en fin d'après-midi. C'est le profil type qui vole les goûters de ses enfants. Oui, qui, dès qu'on ouvre le sac ou le tiroir au bureau, on va trouver des vides de biscuiterie, etc. C'est le profil type de patient. Et là, bien entendu, si c'était la sérotonine qui est capable, oui, cet acide aminé qui a besoin d'un parcours du combattant pour arriver au cerveau. Constipation, ça ne passe pas. Dysbiose, ça ne passe pas. Inflammation, ça ne passe pas. Et encore, quand ça passe et que j'ai une inflammation, eh ben, les LPS dont on a parlé le matin, qui créent l'hyperperméabilité, qui créent de l'inflammation à bas grade, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me détourner la tyrosine et la dopamine et le tryptophane. Et je vais me retrouver sans dopamine le matin pour me réveiller, c'est pour ça qu'il prend le café, sans sérotonine l'après-midi, c'est pour ça qu'il déprime, et avec des envies de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, ce n'est pas du tryptophane, mais il améliore la biodisponibilité du tryptophane. Et attention, je vais vous dire quelque chose, les déficits en sérotonine créent des troubles de compulsion alimentaire. Les déficits en sérotonine créent des réactions d'addiction au sucre, au tabac et à l'alcool. En fait, ce sont des gens, il va sortir, il va dire, je vais fumer une cigarette pour me calmer, je vais prendre un verre avec les amis pour me calmer, ou eh ben, il va se jeter sur la tablette de chocolat. Et ces comportements addictifs sont dus au manque de sérotonine. J'ai dit parcours du combattant, pourquoi? Parce que la sérotonine, le tryptophane, même quand il arrive au cerveau, il faut la vitamine D pour l'activer. Il faut le magnésium pour le mettre en vésicule. Il faut les groupes de vitamine B pour l'activer en tryptophane. Sans ces micronutriments, mon circuit ne marche pas. C'est pour ça que je dis un simple déficit en magnésium peut rendre un antidépresseur, un inhibiteur de rupture de sérotonine inefficace. Et toutes les études sont claires. Baisser l'inflammation fait gagner sur les symptômes de la dépression. Donc faites attention quand vous avez ce type de patient. Alors attention, il faut dire que les régimes trop restrictifs aggravent ces cas et provoquent ces cas. Donc on va maigrir rapidement, on a été dans la restriction, mais les carences micronutrientes créent des problèmes. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux solutions miraculeuses. Aujourd'hui, on est en train de parler des fameuses injections. S'il y a l'indication, je suis d'accord, diabétique, mal équilibré, obèse, mais il faut les accompagner, ces gens. Parce que quand on leur donne des puissants inhibiteurs de la faim et qu'on ne les suit pas au niveau micronutritionnel, ils finissent par faire des dysbioses et des carences micronutritionnelles, même s'il a maigri, même si c'est magique. Le retour de Daniel est très grave, le réveil est très très grave. Donc il faut faire attention avec ces gens-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ces gens? Lutter contre la constipation, attention aux anti-inflammatoires, aux contraceptifs. Les régimes hyperprotéinés, les régimes très restrictifs, ça aggrave leur cas. Et on va suivre le rythme nictéméral. Petit déjeuner anglais, tyrosine, protéines. Collation l'après-midi pour relancer la sérotonine. Très très important à prendre en considération dans le suivi de ces patients. Et puis, un petit accompagnement micronutritionnel. Oui, les groupes du vitamine B, le magnésium, la vitamine D, si elle manque, et un complément en tryptophane. Ça nous aide à gérer le terrain en attendant d'instaurer une bonne diète et d'équilibrer les neuromédiateurs chez ces patients, parce que tout est une histoire de neuromédiateurs chez ce type de profil. Alors, le deuxième profil que j'ai sélectionné, c'est le fameux syndrome de l'insulinorésistance, de SOPK, vous les connaissez tous. Le petit ventre, la ceinture abdominale, les diabétiques dans la famille, un diabète gestationnel, la prise de poids excessif à la ménopause, la prise de poids rapide à l'arrêt de sport, la sédentarité. Alors lui, il est plutôt salé-sucré, contrairement au neuromédiateur qui est sucré. L'insulinorésistance, c'est salé-sucré, c'est l'exemple type de la viennoiserie. Le cocktail Molotov, c'est l'exemple type de la viennoiserie, des gâteaux apéritifs, etc. Donc attention à ce patient qui prépare un diabète. Et aujourd'hui, la micronutrition, c'est pour ça qu'elle est magique. Parce qu'au lieu d'attendre qu'une hémoglobine glyquée augmente et qu'une glycémie augmente, on va chercher cette insulinorésistance, c'est réversible. Alors, comment on peut la mesurer? Très simplement, c'est-à-dire dans cette étude que je vais vous présenter, on s'est basé sur le tour de ventre,
qui dépasse 102 chez l'homme, qui dépasse 88 chez la femme, et les études sont claires là-dessus. Hein. Il y a eu des études qui ont montré qu'un tour de taille supérieur à ces valeurs-là, eh ben, c'est une augmentation significative de la prévalence du diabète, de l'hypertension, de la dyslipidémie, et c'est indépendamment de l'IMC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, calculer l'IMC ne sert absolument à rien. Et on a besoin d'une impédance-métrie pour faire un bon diagnostic dans notre pratique quotidienne. Alors, deuxième manière, comment on a choisi? Eh ben, on a mesuré l'indice de graisse viscérale. C'est vrai qu'on a l'indice de HOMA qui est très qualitatif aujourd'hui, parce que ça nous permet de directement savoir s'il y a une hyperinsulinisme. Ce sont des patients que vous reconnaissez, hein, une alopécie, des cheveux clairsemés, les taches noirâtres, des OPK, les petits poils dus à l'imprégnation androgénique, c'est-à-dire des patients qu'on reconnaît. Mais l'impédance-métrie est quelque chose de très essentiel parce que c'est un moyen non invasif, au lieu de faire un scanner, qui va nous permettre de mesurer directement cette graisse viscérale. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui ont montré le lien entre la graisse viscérale et la résistance à l'insuline. Pour comment? Par la libération d'acides gras non stérifiés, par la graisse viscérale dans la veine porte et qui affecte directement le métabolisme hépatique et qui crée la stéatose hépatique. Alors, ces abdominales graisses dans l'insulinorésistance, ben on sait qu'est-ce que fait l'insuline. C'est une clé qui soit fait rentrer le sucre dans les cellules graisseuses en stock, soit dans le muscle en fait des muscles, ou soit dans les cellules pour faire de l'énergie. Et l'insulinorésistance, et en fait l'insuline n'est plus efficace. Et la porte est bloquée, le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, il va demander au pancréas de sécréter plus. Je me retrouve avec un hyperinsulinisme pour garder une glycémie normale et une hémoglobine glyquée normale. Donc il faut faire attention à ce genre de patients. Et donc, bien sûr, on va plus être à bas IG. On ne va pas enlever le sucre. Vous le voyez chez le diabétique. Si vous enlevez les sucres lents le soir, il va se réveiller avec des glycémies élevées. Il fait de la néoglycogénèse. Donc il ne faut pas. Il faut être dans l'équilibre. On choisit les bons sucres. On va rationner le pain. On va choisir les fruits à bas index glycémique. Et on va essayer de donner des sucres lents de bonne qualité. Du quinoa, de la patate douce, du riz complet. Et en ration correcte. Donc c'est ça ce qu'on fait. Alors, on essaie d'accompagner. Et puis, il ne faut pas arrêter le plaisir. Un bon carré de chocolat noir en fin de repas, parce que le sucre mélangé au bol alimentaire, pas de pic. Donc il ne faut pas le priver, sinon on va créer plutôt des troubles de comportement alimentaire. Il ne faut pas le frustrer. Il faut rester dans cet équilibre. Il faut garder le plaisir. Donc vous savez très bien c'est quoi la différence entre un sucre lent et un sucre rapide. Hein. On ne va pas parler de ça. Et puis, on fait de l'activité physique parce que c'est très efficace pour lutter contre pour pousser le muscle à devenir plus sensible à l'insuline. Donc, une marche, une demi-heure de marche active au grand air, du vélo, d'appartement, à jeun, c'est meilleur pour être dans les réserves viscérales. Donc ça, c'est la chose. Alors, moi, ce que je fais dans l'étude, on a utilisé le CRUM. Attention avec le CRUM, il permet d'augmenter l'efficacité à l'insuline. Et d'ailleurs, le niveau de CRUM plasmatique est plus bas au cours du diabète. 30 à 50%. Il est plus bas chez les sujets âgés. 25 à 40%. Et il est plus bas quand on mange du fast-food. Parce qu'ils sont pauvres en micronutriments. Et puis, avec le CRUM, on a un meilleur contrôle glycémique chez les diabétiques. Donc, ça marche très très bien. Et cerise sur le gâteau, ça permet de réduire l'attrait au sucre. Donc, je fais d'une pierre deux coups. J'aide mon insuline à devenir moins résistante et en plus, je gère ses envies et ses pulsions de sucre. Donc, on va donner du CRUM et puis les petits coups de pouce qu'on peut donner plus en fonction des cas. J'ai parlé le matin de la vitamine E qui est activée par la vitamine C, l'acide alpha-lipoïque, la coenzyme Q10 en fonction des déficits. La vitamine D et le magnésium, très grand facteur d'insulinorésistance. Le magnésium, très grand facteur d'insulinorésistance. Donc, chez ces patients, il faut toujours optimiser le vitamine D, le magnésium. Et en fonction des cas, on va choisir la bonne association. Les prébiotiques aussi sont intéressants parce qu'ils ralentissent la vidange gastrique et ils freinent l'assimilation du sucre. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Et puis, le dernier profil que je vous ai choisi, c'est la dysbiose. C'est le profil en dysbiose. C'est connu. C'est des troubles digestifs, des reflux, des brûlures, pas d'appétit le matin, et puis le ventre plat le matin, gonflé dès qu'on mange, en ballonne. Ce sont des gens qui sont très fragiles, qui font beaucoup de diarrhée post-antibiothérapie, qui vont faire beaucoup de rhume, de gastro-entérite, et au moindre stress, paf, c'est le ballonnement. Et puis on trouve cette notion de consommation excessive
de produits laitiers chez eux. Et là, c'est la dysbiose qui vient de plusieurs facteurs, le stress, une alimentation déséquilibrée, la prise d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques, le mode d'accouchement. Les 1000 premiers jours, on peut prédisposer un enfant à être obèse. Parce que ce n'est pas les mêmes bactéries qui colonisent le côlon de bébé. Lactobacilles et bifidobactéries, si on allait et on fait une voix basse, clostridie, et entérobactéries, si c'est allaitement lacté et césarienne. Ce n'est pas du tout les mêmes bases de colonisation qui se font, et durant ces 1000 premiers jours, les dés sont joués. Il faut faire attention avec ça. Donc, les conséquences, on les connaît, cause de la syndrome de l'intestin irritable, les troubles fonctionnels intestinaux, un ballonnement, etc., les allergies des jeunes enfants, madame, elle en a parlé le matin, beaucoup des dermatites atopiques, de rhinite allergique, énormément corrélées à l'utilisation précoce des antibiotiques. Les syndromes inflammatoires comme le Crohn, chaque cure d'antibiotiques, c'est plus 4 à 8% de faire un Crohn. Il n'y a pas de corrélation avec le RCH. La maladie de Crohn, chaque cure d'antibiotiques chez un enfant avant 2 ans qui n'a pas été protégé par l'intestin, c'est en moyenne 6% de faire un Crohn. Et sans parler des fibromyalgies, des syndromes de fatigue chronique, on est à 50%. L'obésité, le diabète et la dépression. Vous avez compris pourquoi la perturbation intestinale, c'est la dysbiose, c'est les lipopolysaccharides. Quand je n'ai pas les acides gras à chaîne courte, je ne fais pas de butyrate. Et si je n'ai pas de butyrate, je n'ai pas de GLP-1, donc pas de satiété, et je n'ai pas les GLP-2, pas de réparation de la perméabilité intestinale. Et je mange peu et je grossis. Je comptabilise plus les calories, donc attention avec ce type de profil où il faut plutôt donner des probiotiques, de la glutamine, de la curcumine, 3 à 6 mois. Il faut demander à ce patient d'être patient. Pourquoi? Parce qu'il faut rétablir la flore pour qu'il commence à perdre du poids. Ça ne sert à rien de faire des restrictions digestives. Ce qu'on fait chez eux, c'est du refood. On va augmenter petit à petit l'apport calorique pour le réhabituer à brûler. Donc il ne faut pas encore aller plus dans la restriction. Et donc voilà, je vais vous présenter 2 petites études simples. La première, c'est pratiquement 595 patients. C'est une étude qui a été étalée de 2014 à 2022, 18 ans et plus, au moins 3 mois de suivi pour voir l'impact de la micronutrition. Elle a été publiée en 2023, cette étude, et vraiment les chiffres sont extraordinaires. Ça a confirmé le topo marocain, parce que pratiquement 8 sur 10 étaient des femmes, donc c'est la même chose que les statistiques des Marocains. On a été plus, ceux qui suivaient le plus, ce sont les 30-40 ans, et les 40-50 ans, donc à part égale, c'est-à-dire sont conscients de leurs problèmes de santé. Le suivi en moyenne était de 6 mois. On va passer rapidement pour parler des chiffres. 43% étaient en obésité grade 1, 24% en surpoids, 22% en grade 2 et 10% en obésité morbide. Ce n'est pas rien. Et ce qui nous a marqué, c'est pratiquement la moitié de ces patients obèses étaient en déficit micronutritionnel. La moitié de ces obèses. Les femmes, c'était plutôt le profil neuromédiateur, et les hommes, c'était plutôt l'insulinorésistance en deuxième profil. Alors, les résultats, près de la moitié ont perdu entre 15 et 20 kilos, et de 36% entre 5 et 15 kilos, et 12% entre 15 et 25 kilos. Dans cette cohorte, on a eu un maximum de 45 kilos de perdu. On a battu ce record parce qu'il y a eu des patients qui ne rentraient pas dans ces critères, je vais vous les montrer, mais ça a été très bien. Et regardez quelques exemples types de ces patients. Donc, cette dame, je vais y revenir parce qu'elle était diabétique. On a carrément arrêté le traitement chez elle. Donc, ce jeune homme, il est passé de 136 kg à 78 kg. Un changement radical de leur vie grâce à la micronutrition, grâce à un suivi sans frustration, sans rien du tout. Et puis, on a été choqué d'un truc incroyable. Ce qui est vert, c'est le déficit. Regardez ce qui est orange, c'est l'insulinorésistance. On a des profils insulinorésistants chez les moins de 20 ans. Ça disparaît et ça réapparaît vers l'âge de diabète. Donc on est en train de préparer une bombe métabolique chez nos jeunes. C'est incroyable, dans cette étude. Et la deuxième étude, pour finir, que je voulais vous préparer, c'est l'impact de la micronutrition sur le diabète et l'insulinorésistance chez les obèses.
Mais vraiment une étude incroyable, ils sont tous obèses, la moitié de cohorte était diabétique et la moitié était en insulinorésistance. Et là, on les a complémentés. Alors, le chiffre essentiel que je veux vous montrer, c'est qu'on a réussi à réduire de 36 kg le poids avec 15 ans moyenne, réduire de 38 cm maximum le tour de taille avec une moyenne de 20, et on a gagné 14 points en viscère fat level et jusqu'à 3% d'hémoglobine glyquée. Question diabétique. On a réduit la charge thérapeutique de 79% des patients diabétiques. Et 16% dans la dame que vous avez vue, arrêté tout traitement. Elle était sous bithérapie et insuline le soir. Aujourd'hui, elle prend 0 traitement. Juste en perdant 35 kilos. Et en ayant un accompagnement micronutritionnel. Donc aussi simplement que ça, l'insulinorésistance, elle est réversible. Il faut autant faire le diagnostic. Et aujourd'hui, ça coûterait beaucoup moins cher d'aller dépister. Les OPK, les femmes qui ont fait des diabètes gestationnels, les familles à risque, ça coûterait beaucoup moins cher de leur faire une impédance-métrie ou de leur faire un indice de HOMA et d'agir tant que c'est réversible. Ça coûterait beaucoup moins cher aux contribuables, à la santé publique et aux patients lui-même, au lieu d'attendre les complications. Et donc, je vous ai parlé de quelques cas. Regardez, cette dame, elle est venue avec un indice de HOMA de 8,5, après 16 kilos de perdu. Et regardez, sur la feuille de droite, on a pu faire baisser le cholestérol, on a pu faire baisser la glycémie, et puis l'hémoglobine glyquée de 8 à 6,7, du moins 11 au moins 5, et on a fait baisser l'indice de HOMA de 8,45 à 2,47, juste par une prise en charge micronutritionnelle et un équilibre alimentaire et de l'activité physique. Donc voilà un bilan biologique qui s'est complètement normalisé sans aucun apport médicamenteux. Juste avec une prise en charge micronutritionnelle. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, pour conclure, chaque obésité est un cas à part. Chaque obésité a ça. Il y a des obésités. La micronutrition, elle nous aide à optimiser le métabolisme cellulaire. La prise en charge, elle est vraiment horizontale. Il est impensable de trouver des fast-foods autour du périmètre des écoles. Il faut inciter et former à la nutrition des enfants dès le bas âge. Il faut que ça rentre dans le programme scolaire. Ça, c'est des décisions courageuses qui doivent être prises parce que vraiment, c'est un fléau. C'est-à-dire aujourd'hui, la nutrition doit être enseignée au niveau scolaire. Et puis, je vais finir par dire quelque chose d'essentiel. Il faut lutter contre l'informel et contre ces pseudo-blogueurs. Il faut que nous, les professionnels, ne laissons pas sur les réseaux sociaux la chaise libre parce qu'ils disent tout et n'importe quoi. Et on se retrouve avec des catastrophes au niveau sanitaire, des problèmes de santé. Et on va dire, Hippocrate a dit que ton aliment soit ta seule médecine. Et puis merci pour votre attention.